école magistrale, comment Jacques Pessis, qu'on est parisien, comment a-t-il découvert et aimé la Provence? Est-ce que vous avez besoin que je prenne un micro ou pas du tout? Si, un micro. Un micro, ça. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Écoutez, moi d'abord, je suis ravi d'être là pour différentes raisons. C'est vrai que j'adorais Aznavour, c'est vrai que j'adore la Provence. Et en plus, l'oncle de ma femme était Jean-Pierre Darras, qui a débuté ici avec Jean Villard. Et ma belle-mère s'occupait à l'époque, donc tous les ans, on fait un séjour ici de souvenirs au Palais des Papes, cher au cœur de la famille. Alors, si vous voulez, moi, j'ai découvert la Provence quand j'étais à Radio Monte Carlo, quand ce n'était pas encore à RHC, mais Radio Monte Carlo. Je suis venu une année faire une série d'émissions ici, et je suis tombé en amour pour la Provence, comme on dit. Gilberte Goscinny en avait beaucoup parlé, parce qu'elle était une des premières, avec Jean-Marc Thibault et Sofia Kaczynski, à avoir découvert cette région. Et puis, le hasard a fait que j'ai pu acheter une maison dont personne ne voulait, sur la route de Saint-Martin-de-Gros, à côté de Mouriès, qui étaient des anciens marais où il y avait beaucoup d'eau. Et puis, j'ai été très heureux d'acheter cette maison, et l'année suivante, je vais à Beaumanière et je rencontre Aznavour que je connais depuis toujours, parce que le journaliste que je suis l'a interviewé pendant des années, à mes débuts chez Philippe Bouvard, et ensuite, lorsque j'ai pris mon indépendance. D'ailleurs, il y avait une caractéristique, Aznavour, il disait: vous voulez combien de temps d'interview pour la radio? 17 minutes, vous les aurez. Et il y avait 17 minutes, pas une seconde de moins, pas une seconde de plus. Donc, je rencontre Aznavour qui me dit: je cherche une maison en Provence. Et il se trouve que mon voisin, qu'on appelait Tonton Whisky, pour des raisons que vous comprendrez, m'avait signalé un terrain juste au bout du chemin. L'après-midi, Aznavour vient me voir, ça m'intéresse, dit-il, et c'est moi qui appelle la propriétaire, parce que je pense que si Aznavour avait appelé, le prix aurait été immédiatement triplé. Et donc il achète ce terrain, il rase la maison, il y a eu 2 ans de travaux, et il a fait la propriété où il a vécu le plus longtemps, parce que Aznavour avait une spécialité. Quand il avait fini une maison, Sardou d'ailleurs a la même spécialité, il déménageait. Il m'a dit un jour: je crois que j'ai eu autant de voitures que de maisons, et réciproquement. Et donc il s'est installé dans cette maison où il a passé un peu moins de 6 mois par an, jusqu'à ses derniers jours. Et je veux dire que c'est sans doute l'endroit où il a été le plus heureux lorsqu'il n'était pas en scène, ou lorsqu'il n'était pas à la télévision, ou dans un studio d'enregistrement. Alors comment se passait une journée d'Aznavour là-bas? Je l'ai vécu, puisque j'étais son voisin, et que tous les jours ou presque on se voyait, ou on s'appelait. D'abord, à 93 ans, même à 94 ans, il se levait à 5 h le matin, il allait dans sa piscine, faire des mouvements de natation avec une sorte de bouée pour le dos, car il avait mal au dos, et il ne nageait pas, il ne savait pas nager, ou pratiquement pas. Et puis à 8 h du matin, il était à son bureau. Et à partir de 8 h du matin, il travaillait, il écrivait. Au début de l'été, il m'a montré un cahier où il y avait 40 chansons toutes prêtes, extraordinaires, sur des sujets d'actualité, sur des chansons d'amour, qu'il voulait enregistrer, que malheureusement il n'a pas enregistré. Les paroles étaient prêtes, il était en train de faire la musique. Et jusqu'à 13 h, il travaillait. Il travaillait intensément, à l'ordinateur, sur le piano, et il écrivait tout ce qui sortait de son imagination en s'informant. Car Aznavour, il y a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il y a eu les chansons d'amour, il y a eu les chansons de société, et il y a eu d'autres chansons un peu humoristiques. Alors, la Provence était aussi pour lui le plaisir d'aller déjeuner chez des amis. Alors, il y avait les restaurants où il avait ses habitudes. Il déjeunait, il ne dînait jamais. À Saint-Rémy-de-Provence, il y avait chez Marie, avec ses amis Max et Laura. D'ailleurs, je crois que la terrasse de Marie, il y a une allée, une plaque allée Charles Aznavour. Un petit passage qu'il a accepté d'inaugurer, vous savez qu'on n'inaugure jamais, on ne donne jamais le nom de quelqu'un de vivant à une rue, à une place, mais là il y a une exception qui est montée, je crois, jusqu'au Conseil d'État pour faire en sorte qu'il y a passage Charles Aznavour en face du bistrot de Marie. Voilà, et c'est là où il a déjeuné, il a fait son dernier déjeuner avant de nous quitter ce 1er octobre. Et je veux dire que moi j'avais eu au téléphone 2 jours avant, car je travaillais avec lui sur ce livre depuis 2 ans. J'avais fait un gros livre sur Dalida avec plein de photos, il voulait le même. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler pratiquement tous les jours ensemble de choses qu'il connaissait, car il avait une mémoire fabuleuse de choses qui avaient 70 ans ou plus. Il se souvenait dans les moindres détails, des noms, des faits, des lieux, des personnages. C'était fascinant. Donc moi je prenais des notes, et on s'est parlé 2 jours avant, et on devait se rappeler le lendemain pour conclure ces photos. Malheureusement, je sors de mon émission de Sud Radio à 14 h le 1er octobre, à Paris. J'ouvre mon portable et je vois le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans. J'appelle le président d'Araoul Breton, avec qui il était associé, Gérard Davoust,
qui n'était pas au courant non plus. Et là, c'était vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en pleine forme. Il avait chanté à Tokyo, il était revenu à Paris, en Suisse, et il venait quelques jours en Provence avant de repartir en Arménie. Puis le soir, il s'est couché, normalement, et le matin, Mo, son majordome, qui était l'homme le plus fidèle qu'il ait eu dans sa vie, qui a passé 10 ans auprès de lui, à s'occuper de lui comme d'un papa, et bien Mo, le majordome, a frappé à la porte de la salle de bain. Pas personne, il a voulu ouvrir la porte, elle était fermée, il a appelé les pompiers. Et Charles était mort dans sa baignoire, à mon avis, vide, hein, donc d'un œdème pulmonaire instantané. C'est quand même fabuleux, il voulait mourir sur scène, il est mort dans son bain, mais c'est quand même fabuleux, même s'il souhaitait vivre jusqu'à 100 ans. Et il m'avait dit il y a quelque temps qu'il voulait faire ses 100 ans au Stade de France, et pas à Bercy, parce que Trenet avait voulu faire ses 100 ans à Bercy pour chanter Au revoir et Bercy. Car c'est le genre d'esprit qu'il affectionnait. Et la Provence. Pourquoi la Provence? Eh bien parce que la Provence, pour Aznavour, est liée à ses très jeunes années. Lorsqu'il avait 13 ans et qu'il débutait dans le spectacle, grâce à sa sœur Aïda, qui a passé le dernier été avec lui et qui est toujours parmi nous et qui a 95 ans, donc grâce à Aïda, il a découvert une troupe près de la Drôme à Quinson, une troupe qui s'appelle les Cigalounettes. Une troupe dirigée par un chanteur marseillais, Prior. Et le spectacle, c'était Prior en seconde partie, et les Cigalounettes, des jeunes artistes en première partie. Et Charles Aznavour a passé 18 mois avec cette troupe, donc dans la Drôme, et ce sont les 18 mois les plus beaux de ses jeunes années. Alors il chantait sur scène, il jouait des instruments de musique, il imitait Chaplin, il imitait Mayol, donc c'était pas l'Aznavour qu'on connaît aujourd'hui. Et il a gardé de cette époque un tel amour que lorsqu'il était ailleurs, à Saint-Tropez, à Ravenfeld, il a dit un jour je reviendrai en Provence, ce qu'il a fait, où il nous a quittés. Alors cette maison, c'était assez étonnant parce que je crois qu'il y a 13 pièces et des oliviers, car dans les dernières années de sa vie, Charles Aznavour s'est mis dans la tête de faire de l'huile d'olive. Il appelait Bourriès son village à l'huile d'olive. Donc il a acheté directement 700 oliviers qu'il a plantés. Il faisait le tour tous les matins de ces oliviers avec une petite voiture de golf, en montrant ces oliviers très fiers à ses copains de passage, qu'ils soient connus ou inconnus. Et il faisait de l'huile d'olive, et cette huile d'olive aujourd'hui, l'huile Charles Aznavour est à l'Élysée, et dans les grands restaurants et en Allemagne, et elle va continuer à vivre d'ailleurs grâce à Beau qui va s'en occuper et qui fait la récolte de l'huile d'olive. Dans cette maison aussi, il y avait au mur, je me souviens, des photos de famille, ses disques d'or et ses trophées. On n'imagine pas le nombre de trophées de Charles Aznavour. Il y en avait, mais de tous les pays du monde. Il m'a dit un jour, c'était l'année dernière, j'ai fait les comptes, j'ai chanté dans plus de 100 pays, dont certains aujourd'hui disparus comme le Congo. Il a chanté au Congo Slow Bumba en 1960. Le Vietnam, les États-Unis, tout y est passé. Et il avait des trophées de tous ces pays. Et il dit, moi quand je pense que j'ai eu le certificat d'études, et je suis aujourd'hui docteur honoris causa de 4 universités. Ça l'amusait, mais ça ne le rendait pas plus star que ça. Je n'ai pas connu, à part Charles Trenet, d'homme aussi simple que Charles Aznavour au quotidien. Il se promenait dans le village le matin, il allait faire ses courses normalement, après il avait ses restaurants favoris, et il riait avec ses amis. C'est tout ce qui l'intéressait quand il avait fini de travailler. Et son ami le plus cher, je crois, ça a été Charles Trenet, et il disait, souvent il nous manque beaucoup. Et les déjeuners de Charles Aznavour et Charles Trenet, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer quand on connaît Aznavour, le poète. Ils étaient tous les deux à table. Bon, Trenet était un bon vivant. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand Trenet était à table, ça durait entre 8 et 12 heures. Alors ça commençait par la bière, pour s'enfraîchir, le champagne, ensuite le vin rosé, le vin blanc et le vin rouge. Et après chez les parents, il y avait 2 carafes qui arrivaient, avec une pleine de vodka, on aurait dit de l'eau, et l'autre pleine de Cointreau. Ils les avalaient en fumant 4 cigares, et en disant le cigare ayant fumé tout l'été se trouva fort dépourvu quand la cendre fut venue. Et ensuite, il expliquait très sérieusement à Charles Aznavour et à quelques autres, pour digérer le Cointreau, il n'y a qu'une solution, c'est boire du whisky.